Eh bien, salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle émission de Jeunes Figures. Alors, comme vous le savez, votre émission vous propose des jeunes qui font bouger les choses. On voit ça dans quelques instants. Et je suis aujourd'hui avec Dr Ismaël Hamed qui est donc spécialiste en archéologie. On va en savoir plus sur lui. Bonjour Dr Ismaël. Bonjour. Alors, tout d'abord, je voudrais que vous nous fassiez une petite présentation de vous. Ouais, tout d'abord, alors je suis très content de votre arrivée ici, de votre présence avec moi. Tout d'abord, moi je m'appelle Ismaël Ahmed, je suis né le 1er août 1973 avec une petite famille à Sharkia, le gouvernorat presque à centaine de kilomètres à l'est de Caire. Je suis né là-bas, je fais les études principales là-bas, l'école primaire, l'école préparatoire, l'école secondaire. Et après, alors, je fais les études à la faculté de l'archéologie à l'université de Caire à partir de 1990 jusqu'à 1994-95. C'est ça presque pour les études principales pour moi. Et après ça, je fais aussi des études supérieures à la faculté de tourisme dans l'université de Hilwan. Je fais là-bas 2 ans de diplôme des études supérieures. Après ça, je fais le pré-magistère là-bas pour 1 an. Puis j'ai enregistré mon magistère là-bas à la faculté de tourisme. Et puis je continue aussi mes études libres parce que j'aime beaucoup de faire les études libres. C'est presque une petite chose de ma présentation. Ismaël Hamed, vous êtes donc spécialiste plutôt, je dirais, dans l'archéologie et la comparaison des religions. Un milieu quand même qui est assez difficile et assez poussé. Expliquez-nous ce qui vous a poussé vers ça. Oui, alors au début, alors j'adorais l'histoire. J'aime beaucoup de savoir l'histoire du monde. Oui, spécialement ou particulièrement l'histoire de mon pays, l'Égypte. C'est ce que j'adore très bien parce que c'est ça la civilisation la plus ancienne du monde, le berceau de l'histoire, le berceau des civilisations. Beaucoup d'inventions qui étaient faites par les anciens Égyptiens. Ça c'est l'Égypte qui a donné beaucoup de grâce, beaucoup de faveurs au monde entier. Donc alors, ça m'attire beaucoup d'étudier alors l'histoire de l'Égypte tout d'abord. Après aussi, avec l'Égypte, je dois savoir les autres pays, leur histoire antique, la Mésopotamie ou l'Irak, l'histoire de l'Irak ancienne, l'histoire de la Grèce, la romaine, l'histoire de toutes les autres nations dans le monde. Ça m'attire beaucoup. Après ça aussi, j'adore d'étudier les religions, religions de partout, particulièrement les religions célestes, l'islam, le judaïsme et le christianisme. Ça m'attire beaucoup. Ça, c'est une chose à l'intérieur de moi de savoir parce que d'après les informations, d'après les principes, tous les prophètes étaient tous de même famille. Alors le prophète Abraham, il est le père des prophètes. Il avait 2 femmes, Sarah et Agar. Agar lui donne au début Ismaël. Ismaël, son fils, qui était considéré, c'est lui qui est considéré comme le père de tous les Arabes. Et pour ça, les Arabes s'appellent les Ismaélites. Et de sa famille ou de son bras vient le prophète Mahomet, le dernier prophète. L'autre côté du prophète Abraham, alors c'est Sarah, elle lui donne après la naissance d'Ismaël de 14 ans, elle lui donne Isaac. Isaac, sa femme Rebecca, lui donne un enfant qui s'appelle Jacob. Jacob, celui qui s'appelle Israël. Donc les fils d'Israël, alors ils sont les Juifs, ou ils sont les Israélites. Donc Ismaël, notre prophète, il était l'oncle d'Israël. Et c'est ça la religion, ça m'attire beaucoup. Et après, le dernier prophète de la famille d'Israël, c'était Jésus. Donc tous les prophètes étaient tous de même famille, avaient le même père, c'est Abraham. Et pour ça, je voudrais savoir les liens entre les religions, pas les différences entre les religions.
on a parlé maintenant d'un point très essentiel, très important, c'est que vous cherchez toujours le rapprochement des religions, les religions monothéistes, à savoir le judaïsme, l'islam et le christianisme. Alors, il y a des points qui les rapprochent. Dites-nous, Ouais. d'après vos lectures, d'après ce que vous avez Ouais. découvert, qu'est-ce qui rapproche les trois religions? Oui, alors, tout début, alors, tous les croyants dans toutes les religions, ils ont presque le même Dieu. C'est Allah. Allah, c'est le Dieu de tout le monde. Et c'est un principe dans les trois religions. Oui, peut-être au christianisme, c'est un petit peu, il y a un petit peu de différence avec, ça dépend le secte et tout ça, mais c'est le seul Dieu. Alors, c'est le créateur du monde, celui qui a fait l'univers et tout ça. Alors, c'est ça, le Dieu de tout le monde. Je pense que c'est un principe très important de tout ça. Deuxièmement, avec le Dieu, alors les prophètes, ils sont tous de même Je famille. vais vous interrompre Oui, parce que je veux savoir, vous dites que le même Dieu pour tout le monde, c'est Allah. oui. Taïb. Comment vous en êtes parvenu, vous êtes parvenu à cette conclusion? Qu'est-ce que vous, je voudrais que vous développiez ce point un peu plus. Oui, alors, en islam, au judaïsme, c'est le Dieu, c'est aucun problème de tout ça. Alors, c'est le même Dieu. Oui, peut-être les juifs le regardent que Jéhovah ou Yahou, c'est le Dieu presque des juifs, mais c'est le Dieu créateur de l'univers et de tout le monde et tout ça. Alors, en islam, c'est Allah. Et pour les chrétiens, alors, oui, c'est Allah et c'est le Dieu, mais aussi d'autres points pour quelques sectes de chrétiens, ceux qui considèrent Jésus comme le Fils de Dieu, ça arrive aussi. Mais de principe ou de base, et même dans l'Évangile, c'est le seul Dieu et c'est le même Dieu. Ça arrive, ça c'est aucun problème d'assurer une idée comme ça. Mhm. Alors continuons maintenant dans ce qui est le rapprochement des trois grandes religions monothéistes, donc l'islam, le judaïsme et le christianisme. Continuez à nous en parler un peu. Oui, alors je parlais concernant le Dieu, alors qui est le Dieu de tout le monde. On parle de tous les prophètes étaient de même famille, c'est la famille d'Abraham, alors celui qui était le père d'Ismaël, celui qui était le grand-père des Arabes, celui qui était le père d'Isaac, Isaac le père de Jacob, Jacob celui le grand-père des Israélites, le fils d'Israël. Alors Jacob, comme on connaît, qu'il avait quatre femmes, alors Léa et Rachel, alors elles étaient les deux sœurs et aussi elle a épousé la servante de Léa et la servante de Rachel. Alors les quatre femmes donnent Jacob 12 enfants. Un de ces enfants, c'est Joseph, c'est le prophète qui est venu en Égypte et qui a vécu en Égypte, qui est devenu le ministre de Pharaon et celui qui a fait aussi l'administration depuis sous l'égide de Pharaon, et celui qui a bien dépassé les 7 ans de famine qui a frappé l'Égypte pendant l'époque. Et donc aussi, toutes les religions étaient presque dans la même zone du monde. Alors, le berceau de la première religion, c'était l'Égypte. Parce que le judaïsme commence en Égypte. Moïse, il était un Égyptien, il est né en Égypte, il était bien éduqué dans le palais de Pharaon. Et celui qui a reçu la Bible et les tables de la loi et la Torah sur le monde de Moïse, alors c'était le premier perso dans le monde. La deuxième religion, c'était le christianisme. C'était en Palestine, c'est juste à quelques kilomètres de l'Égypte. Là-bas, Jésus alors était né à Bethléem, puis il a reçu l'évangile comme comme le deuxième livre sacré. La troisième religion, c'est l'islam, c'était en Arabie, presque au nord, c'est à la Mecque, c'est le lieu de naissance du prophète Mahomet. C'est presque, il y avait, comme on dit, triangle sacré. Le triangle sacré, alors c'est l'Égypte à l'ouest, c'est la Palestine au nord, c'est l'Arabie saoudite à l'est. Tu fais un triangle sacré où il y avait les trois religions célestes.
Docteur Ismaël Hamed, donc je vois que votre domaine de prédilection, je dirais, c'est la comparaison des religions, l'archéologie, l'histoire. Vous êtes un historien et vous aimez ça. Et vous êtes passé par différents domaines de métier. Je voudrais que vous nous fassiez un petit peu votre CV. Oui, ouais, merci. Alors, pour moi, je fais plusieurs métiers dans ma vie et ça me donne beaucoup d'expérience. Chaque métier, alors, c'est avec une personnalité très différente, c'est avec des expériences aussi très distinguées l'une ou l'un de l'autre. Tout d'abord, alors, c'est comme un guide touristique. Alors, tu parles comme on dit entre les guides. Alors, c'est un ambassadeur de son pays, c'est un ambassadeur pour tous les Égyptiens devant tout le monde, devant les touristes, les visiteurs de l'Égypte. Tu parles avec beaucoup de monde, avec beaucoup de nationalités, avec des cultures très différentes. Alors, ça c'est très bien pour enrichir alors là les cultures et pour échanger les idées et pour leur donner aussi une idée très importante sur l'Orient. Les Européens, ils ont des médias qui exagèrent beaucoup de parler sur les points négatifs de l'islam, l'islamophobie ou tout ça. Donc je leur donne une idée, alors une idée réelle sur l'islam. Quand on visite les mosquées, regarde alors les mosquées, regarde l'architecture islamique, regarde les musulmans comment ils traitent avec les Égyptiens. Il ne faut pas comparer toujours les Égyptiens par rapport les vendeurs qu'on trouve dans les pyramides, ceux qui font beaucoup de bêtises et tout ça. Non, un Égyptien normal, regarde-lui dans le quartier islamique, ceux qui vous rencontrent avec un sourire très doux, toujours ils veulent parler avec vous. Et comme ça, les touristes, et c'est toujours de tout ce qu'ils regardent, l'ambiance orientale là-bas, particulièrement la rue de Moïse Eledine là, c'est incroyable. C'est un quartier magnifique. Tu parles d'un quartier qui date d'à peu près 1000 ans et le bâtiment reste en excellent état de conservation. Cette partie-là particulièrement qui s'appelle dans les guides qui partent sur l'Égypte comme la ville aux 1000 minarets. Là-bas, tu trouves 1000 minarets, 1000 mosquées là-bas, qui datent de l'époque ayoubide, l'époque fatimide, l'époque des Mamelouks, l'époque ottomane et tout ça. Les gens adorent ça. Avec les mosquées aussi, on trouve les palais, on trouve aussi le vieux palais, les vieilles maisons et tout ça. Ça, c'est très bien pour les gens. Tout ça aussi avec l'histoire pharaonique et pour les grâces, les faveurs que l'Égypte a données aussi pour tout le monde. L'invention de la première écriture, c'est l'hiéroglyphe. L'alphabet égyptien qui était le premier alphabet de l'histoire. L'invention du premier papier ou qui était aussi, ils avaient le premier architecte de l'histoire, ceux qui faisaient les pyramides depuis 5000 ans, les temples, les obélisques. Tout ça, quand on regarde tout ça, alors ils ont très bonne impression sur l'Égypte et sur l'histoire d'un grand pays comme l'Égypte. Et le journalisme? Le journalisme, alors c'était une phase quand j'ai étudié. Alors, quand j'étais un étudiant à la faculté de l'archéologie, je travaillais dans plusieurs journaux, alors comme Al-Watan, comme Ishrakat, et j'étais aussi un journaliste dans le journal de l'université. Alors j'ai écrivé beaucoup d'articles qui parlent de la vie sociale, de l'histoire de l'Égypte. Je parle concernant beaucoup de points. Et jusqu'à présent, je ne suis pas un journaliste professionnel, mais j'ai écrit quelques études historiques sur l'Égypte. Et bien sûr, dans les grands journaux, Al-Ahram, j'ai écrit beaucoup d'études sur le pharaon de Moïse, sur la raison qu'on appelle l'Égypte la mère du monde, sur beaucoup d'objets, alors sur beaucoup des points historiques que je fais actuellement. Alors, je vois que vous avez pratiqué de nombreux métiers, vous avez été guide, vous avez été journaliste, donc vraiment vous avez tout parcouru. Je suis sûr qu'il y a quand même un événement qui vous a marqué et qui reste encore dans votre mémoire. Oui, alors, quand je travaillais comme un guide touristique, bien sûr, il y avait une invitation de moi d'accompagner l'équipe de la Côte d'Ivoire dans la CAN, la Coupe d'Afrique, en 2006. Bien sûr, ça c'était un événement très important pour moi parce que je regardais un monde très différent. Alors j'accompagnais
la délégation des journalistes de la Côte d'Ivoire. J'étais tout près de tout ça. J'étais dans le stade. Je voyais presque tous les matchs là-bas. Et quand tu imagines cette date-là, ou cette année-là, en 2006, quand tu étais dans tous les stades de l'Égypte, le stade de Caire, tu étais dans le stade d'Alexandrie, c'est de partout, c'était magnifique. Quand tu imagines cette période, j'ai beaucoup de photos qui me rappellent de cet événement-là, et même les tickets de la tendance là-bas aussi, je n'ai les tickets, je les garde jusqu'à présent pour me donner aussi une bonne mémoire de cette période. Alors, il y a quelque chose qui m'a vraiment impressionné et je dois le dire au public, c'est votre niveau de français. Alors, je vais révéler un petit secret, c'est que le français de Ismaël Hamid, c'est donc pendant les études secondaires et en général, c'est un français qui est plutôt français langue étrangère. Et puis, un an de cours au Centre culturel français qui est maintenant l'Institut français. Et après, c'est la pratique. Et vous en êtes arrivé là. Alors, expliquez-nous comment ça a fonctionné. Oui, alors, les langues, au début, je les adore. J'adore toutes les langues. Et c'est connu aussi pour quelqu'un qui parle plusieurs langues que l'écriture ou la langue arabe, c'est une langue très difficile. On peut dire que c'est la plus difficile langue dans le monde. Et celui qui parle l'arabe, il pourrait parler les autres langues un petit peu facilement. C'est-à-dire, dans la langue arabe, comprend presque toutes les phonétiques qui existent dans les autres langues. Donc, quand tu parles aussi l'arabe parfaitement, parce que si je donne beaucoup de cours dans la mosquée, je donne un cours quotidien dans la mosquée en arabe, donc je dois parler avec l'arabe littéraire. Quand tu parles ça parfaitement, et pour toi, ça devient plus facile de parler les autres langues. Moi, je parle maintenant l'anglais et français, et je le pratique très bien comme un guide et tout ça. Pour le français aussi, c'est une écriture très délicate, très romantique, on peut dire ça aussi. Même je ne fais pas grand-chose pour étudier le français, mais avec la pratique qui était une chose qui m'a aidé ou qui m'a bien beaucoup aidé d'améliorer le français. C'était juste 3 ans de l'école secondaire et juste un seul cours en français dans le centre français. Et après ça, c'est la pratique en français. Et en même temps, j'ai acheté beaucoup de livres de la littérature française. Donc, j'étais avec un niveau très moyen de la langue. Puis quand je pratiquais, ou quand je fais la lecture avec la littérature française, ça m'a bien aidé d'améliorer ma langue et de bien pratiquer après ça avec les touristes, aussi comme un guide ou comme le métier d'un guide. Mhm. Il y a sûrement des jeunes qui nous regardent et qui souhaitent avoir votre secret pour améliorer leur français. Je voudrais alors que vous nous donniez un secret essentiel, quelque chose, Ouais, la recette de grand-mère si vous voulez, qui ouais. va leur permettre d'augmenter et d'améliorer leur français. Oui, alors, il n'y a pas je ne peux pas dire qu'il y a de secret pour ça, mais alors il faut bien étudier studieusement la langue. Il faut adorer la langue au début, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas le style de français, comme une langue alors très délicate pour eux, alors c'est très difficile. Aussi, il y a de la moitié de lettres qui sont disparues, et pour ça, donc, il faut adorer la langue au début. Alors, il faut être studieux aussi pour pratiquer et pour aussi avoir une lecture de la littérature française. Parce que la littérature française, il y a beaucoup de mots qui sont très difficiles, il y a beaucoup de vocabulaire qui sont difficiles, mais alors ça vous aide d'améliorer la langue petit à petit. Et aussi avec la patience. Voilà, alors ça c'est notre secret de ce soir, notre conseil de ce soir. Ouais. Et on va terminer notre interview avec, bien sûr, ce que vous avez acquis tout au long de ces années de travaux, vos livres, vos archives, vos articles. Parlez-nous-en. Oui. Alors, bien sûr, avec les métiers de différence que je faisais pendant ma vie, alors
je n'ai beaucoup de mémoire de chaque métier que je faisais. Alors aussi pour les livres, c'est un monde très différent pour moi. Jusqu'à présent, je pourrais dire que j'ai écrit 26 livres. J'ai commencé avec les livres qui parlent de l'histoire pharaonique. C'est quelques-uns au début. Et après, je faisais les livres qui se rattachent de religion, qui se rattachent de l'histoire religieuse aussi, soit en islam, en judaïsme, en christianisme. Ça, c'est ce que m'adore pour le moment. La lecture aussi, c'est un monde très spécial pour moi. Alors, c'est presque quand je reste à la maison, alors il y a deux choses à faire, soit de lire, soit d'écrire. C'est de lire les livres. J'ai une grande bibliothèque, j'ai 3 bibliothèques à ma maison avec à peu près 2000 livres, oui, de l'histoire en général. J'adore tout ça et j'aimerais, s'il y a encore de place chez moi, de faire 4e ou 5e et tout ça pour les remplir avec les livres. J'adore les livres. Alors, on va terminer maintenant par évoquer donc vos livres. On avait dit que c'était 26, au nombre de 26, et on va parler des plus importants, ceux qui retracent pratiquement une grande période de l'histoire de l'humanité. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous montrer? Alors, bien sûr, le livre de l'histoire des Juifs, ça c'est le livre le plus récent de moi. Alors, je parle de l'histoire juive en général. Alors, l'histoire juive, c'est l'ancienne histoire des Juifs, c'est à peu près 2000 ans depuis l'apparition des Juifs dans l'histoire. C'est depuis la période d'Abraham, parce que les Juifs ils considèrent que le prophète Abraham il est le grand-père des Juifs. Donc je commence avec ce qu'on appelle la période de patriarche. Le premier patriarche pour les Juifs, c'est le père Abraham. Okay. Donc je commence avec Abraham et sa vie là-bas en Mésopotamie, après son arrivée en Palestine, après ça l'arrivée du prophète Abraham en Égypte, et puis il a opposé Agar, la femme égyptienne, et puis l'arrivée des Juifs depuis l'époque de Joseph, quand le frère de Joseph, bien sûr, l'a jeté dans le puits, et après un caravansérail l'a trouvé là-bas dans le puits, puis ils ont vendu Joseph en Égypte. Et après, c'est le début de l'arrivée ou le début de l'existence juive en Égypte. Puis Joseph, quand il est devenu le ministre de Pharaon, et c'est lui qui dirige l'Égypte entière. Il a appelé son père Jacob qui vivait en Palestine et ses frères qui s'appellent la tribu de Palestine, la tribu d'Israël, ou les Israélites, les Aspat, c'est au Coran. Il a appelé tout le monde pour venir en Égypte et pour vivre. Et après la sortie des Juifs de l'Égypte avec Moïse, Moïse il était la 4e ou la 4e génération de Joseph. Parce qu'il est Moïse, le fils de Amiram, le fils de Kehat, le fils de Lévi. Lévi, il est le frère de Joseph. Donc, le retour, l'exode, et puis c'était à l'époque de Joshua, qui était bien sûr le servant de Moïse, celui qui a fait la conquête de la Palestine. Après, les Juifs étaient installés là-bas. Puis à l'époque de le roi
David, le roi Salomon, qui était la période de l'apogée de l'histoire juive entièrement. À la suite de la mort de Salomon, c'était bien sûr la division de leur royaume en Palestine. C'est le royaume du nord, le royaume du sud. Après, c'est la captivité assyrienne, c'était en 721, c'est par les Assyriens. Et puis la captivité babylonienne, c'était en 587. Et puis alors l'exode, c'était ce qu'on appelle la dispersion des Juifs à Babylone. Après ça, c'est le retour en Palestine et la reconstruction de Jérusalem et le temple de Salomon. Et c'est jusqu'à la fin de la période romaine, quand les Juifs étaient sous la domination romaine. Et puis les Romains, ils ont dispersé les Juifs, ils ont évacué la Palestine des Juifs et c'était la fin de l'histoire antique des Juifs. C'est ça en général l'histoire des Juifs, ce qui est dans ce livre. Qu'est-ce que vous avez d'autre à nous proposer? Oui, alors je vous propose aussi un livre très important aussi sur les prophètes en Égypte pharaonique. Et je pourrais dire que c'est un des premiers livres qui parle des prophètes qui vivaient en Égypte. Et d'après les historiens, en Égypte, il y avait plus de 20 prophètes qui vivaient. Le premier prophète, c'était le prophète Idriss, celui qui était la 7e génération d'Adam. C'est Idriss, aussi Enoch dans la Torah. Et après ça, ce prophète Abraham. Après, donc, c'est Jacob, puis Joseph, Moïse, Aaron, Joshua, alors jusqu'à Jésus. Donc, il y avait 20 prophètes qui vivaient en Égypte. Et je parle aussi sur la religion monothéiste qui était en Égypte. Ce n'était pas juste, hein. La religion polythéiste qui était par les prêtres, ceux qui parlaient de l'adoration des animaux. Donc il y avait de monothéisme qui était en Égypte. Donc c'est ça l'idée principale de ces livres. Et est-ce que vous avez des livres qui parlent de l'histoire moderne? L'histoire moderne, oui, alors c'est pas uniquement moderne, mais ça c'est une petite encyclopédie qui parle sur les dirigeants militaires ou le commandant militaire le plus célèbre de l'histoire, au début de l'histoire antique et jusqu'à l'histoire du Moyen-Âge, jusqu'à l'histoire moderne. Je parle d'à peu près 90 commandants de l'armée dans toutes les civilisations, soit en Égypte, soit en Asie, soit en Europe. Et bien sûr, je parlais d'à peu près 40 commandants de l'armée arabe, le plus grand, comme Khalid ibn al-Walid, comme Hamza, comme Saladin ou Saladin et comme Qutuz, comme plusieurs des grands personnages arabes. Eh bien, un cocktail très intéressant, Ismaël Hamed, vraiment. On a été enchanté de voir votre œuvre littéraire, je dirais, que ce soit dans les livres, dans les articles. Un domaine qui est très intéressant, que vous continuez à développer, hein, jusqu'à maintenant. Oui, bien sûr. Eh bien, c'est nous qui vous remercions d'avoir été avec nous et merci, chers spectateurs, d'avoir été en notre compagnie. Jeune Figure vous retrouvera la semaine prochaine, même heure, même endroit et d'ici là, portez-vous bien.